On a mangé, et là on s'est regardé, on fait putain, mais faut y retourner quoi. Les deux on était éclatés, et on a tapé un fou rire alors que enfin, il y avait rien de drôle quoi. On allait à l'abattoir et nous Les on nerfs, rigolait bêtement. c'est les nerfs. Et donc là ouais, on s'est habillé, et vraiment il pleuvait, mais je pense que c'est l'entraînement où j'ai pris plus de flotte sur la tronche en plus. Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode, j'ai décidé de faire appel à un ultra-trailer, un jeune ultra-trailer de 25 ans, dont je ferai la présentation juste après le petit message habituel de début d'épisode. Je souhaite remercier tous les nouveaux Patreons qui nous ont rejoints cette semaine. Et alors là, vous avez été nombreuses et nombreux à nous rejoindre. Et donc, je remercie énormément Gwen Moisan, Andrea Rodriguez, Claire Favier et Daniel Fontaine qui nous ont rejoints ces derniers jours et qui intègrent cette magnifique communauté de trailers passionnés et qui soutiennent par la même occasion le LTP. Allez, je vais passer à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois donc un ultra-trailer élite chambérien de 25 ans, Benjamin, d'une fratrie de 3 enfants qui a évolué dans un milieu familial très sportif. Tout d'abord biathlète de haut niveau, il se consacre très vite à l'ultra-trail et obtient rapidement de très bons résultats. C'est un amoureux de la borne, tout comme son frère Hugo Ferrari, qui va, vous l'entendrez, intervenir dans l'épisode. Nous allons parler de la relation qu'il entretient avec la pratique de sa discipline, de ces moments de doute et de ces moments de creux dans les ultras, et il nous partagera ses expériences extraordinaires, ces moments qu'est-ce que je fous là, ces plus beaux moments de trail. J'espère que vous allez apprécier cet échange avec Aubin Ferrari. Salut Aubin, je suis très content de t'accueillir sur le podcast, comment vas-tu ? Salut Nicolas, bah merci de m'accueillir, ça va bien là, actuellement. Tout roule, nickel. Tout roule. Bon, on est, pour ceux qui écouteront l'épisode un peu plus tard, on est le mi-octobre. Juste une semaine avant les Templiers, une semaine avant le Grand Raid. Pour toi, il n'y a rien de ces deux événements-là la semaine prochaine, non ? Non, pas dans ces deux événements-là, mais je fais le Grand Trail du Lac, Ouais, du côté vers Chambéry, d'accord. le Tour du Lac du Bourget, c'est. Donc un 75 km. Ah, cool, cool, cool. Course locale, mais avec un petit niveau quand même. C'est pas les Templiers, pas le Grand Raid, mais c'est sympa. Ok, on va parler de plein de choses, Aubin, si tu veux bien, de l'environnement familial, de ton arrivée dans le sport, de ta dernière victoire sur le trail de Saint-Jacques, et puis un petit peu des sujets un peu plus généraux. Déjà, est-ce que Aubin, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, donc Aubin Ferrari, j'ai actuellement 25 ans, né en 97. Donc j'ai attaqué le trail assez tôt en étant toujours sportif. Je me suis lancé directement dans l'ultra. J'ai pas commencé par du court. C'est un peu ma spécificité, ça, d'avoir attaqué par de l'ultra. Donc voilà, après, en large, j'ai rien de plus. D'accord. Après, je vais commencer à rentrer dans des détails. 25 ans, ultra trailer. Aubin, est-ce que tu pourrais nous parler de l'environnement familial dans lequel tu as grandi, la situation géographique et puis la place du sport dans cet environnement-là? Ouais, bah j'ai déjà mon frère qui est un peu plus connu, Hugo Ferrari, Mhm. Qu'on salue. avec bah, sa triple casquette, oui, qu'on salue, qui est donc coureur comme moi, mais aussi organisateur et speaker, qui fait de nombreux podcasts également. Notre pratique du sport en général vient de nos parents, Ouais. car on a, que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, les deux étaient très sportifs. Donc ils ont jamais allé vers le haut niveau non plus, mais voilà, dès le plus jeune âge, ils nous ont amenés faire des balades en montagne. On a toujours été très actifs avec eux. Mhm. Voilà, rarement à rester derrière un écran. Donc forcément, la passion vient de là. Après, je pense surtout à ma mère qui faisait chaque année l'Ultra Tour du Beaufortin, D'accord. donc là où habitent mes grands-parents. Et forcément, chaque année, on la voit participer. Plus on grandit, plus on a envie de participer un peu avec elle. Donc je faisais des parties de la course avec elle. Et en fait, de fil en aiguille, forcément, j'ai fini avec un dossard sur cette même course, qu'aura été mon premier ultra trail. Papa, il faisait quoi comme sport? Plutôt du vélo, me semble-t-il, non?
Il a fait beaucoup de foot. Ouais. Et après, sinon, de la course à pied et du vélo aussi, mais de mémoire, pas en compétition. Il a fait des petits vire-vire. Enfin, ce Mhm. qu'on appelle vire-vire, c'est les courses dans les villes, mais il tombait tout le temps, donc il n'en faisait pas trop non plus. Il fallait le temps de guérir après chaque course. Et toi, enfin, donc tu peux préciser un petit peu le lieu où vous avez grandi c'est Annecy, c'est ça? Non? Alors non, on a grandi à Chambéry. Chambéry, ouais. Mhm. Donc moi, j'ai toujours connu Chambéry étant petit, Mhm. jusqu'à mes 15 ans, je crois que je suis parti. Donc Chambéry, c'est idéal hein, pour tout sport en fait, parce qu'on a, même ceux qui veulent nager, ben voilà, il y a un lac. Après, il y a des montagnes, donc c'est pas la haute montagne comme Chamonix, mais franchement, on a déjà de quoi faire. Mhm. Pour le vélo, bah, c'est un cadre magnifique aussi. Donc voilà, ouais, grandir là-bas, c'était C'est aussi idéal. propice au sport, Mhm. sachant qu'on allait souvent chez mes grands-parents, donc dans le Beaufortin. Et là, le terrain de jeu, il est illimité après une fois qu'on est là-bas. C'est clair. T'as toujours été attiré par donc tu nous expliquais que t'as suivi un petit peu les traces de ta maman là. T'as toujours été attiré par les sports d'endurance ou t'as fait autre chose avant? Alors j'ai commencé, je pense, comme vraiment beaucoup de monde, par le foot. J'ai fait 8 ans de foot, je crois. Mais en étant petit, j'ai commencé à 6 ans et arrêté 14 ou 15 ans. Parce qu'après, j'ai commencé le ski de fond à l'entrée en sixième. Donc ça doit faire du 11 ans, il me semble. C'est là que ça a été mon premier sport un peu haut niveau, le ski de fond. Où je suis d'abord entré en classe aménagée, donc au collège. Ensuite, je suis allé à l'internat de Moutier, au comité de Savoie, où j'ai pratiqué le biathlon. Ça m'a pas réussi par contre. D'accord? Parce que autant la partie ski de fond, ça allait, autant le tir, c'était une catastrophe, hein. Donc après, j'étais revenu sur Chambéry, donc toujours en classe au sport, mais un peu moins aménagé, parce qu'à Moutier, c'était vraiment spécial. On avait tout l'hiver, voilà, on n'avait pas cours, quoi, l'hiver. Hmm. Alors qu'à Chambéry, je revenais avec, je sais plus, 2 ou 3 après-midi de libre par semaine. C'était quoi? C'était un sport Ce étude qui un était... sport étude du coup. Oui, D'accord. c'était plus le pôle espoir comme à Moutier, mais ça restait un sport-études. Donc où j'ai continué le ski de fond en commençant un peu plus le trail, parce que je suis revenu, donc ma seconde première, ça doit faire là 16 ans, où je suis revenu sur Chambéry. Et donc là, j'ai mixé ski de fond, course à pied. Et à l'entrée, donc en DUT, après pour mes études supérieures, c'est là que j'ai totalement arrêté le ski de fond parce que je commençais à trop m'éloigner de mon club, ça devenait un peu compliqué. Et la course à pied, bah, c'est quand même un sport relativement facile, hein. Mhm. Peu importe où on se trouve, on met des baskets, on va courir et c'est fait. Donc c'est là que j'ai vraiment attaqué la course à pied. C'est mon entrée Mhm. en DUT. Et quand tu pratiquais la course à pied et que tu étais que tu la faisais en parallèle du ski de fond, c'était les raisons pour lesquelles vous le faisiez, c'était quoi? Pour la préparation physique ou pas? Oui, exactement. Ouais. En fait, donc la saison de ski, elle est assez courte, hein. Elle dure, on va dire, de début décembre, vraiment les premières courses, à fin mars, hein. Après, les soirées, elles ont commencé, donc en avril, il n'y a plus trop de courses. Et donc, tout l'été, enfin, printemps, été, automne, en fait, c'est vraiment une préparation axée physique. Donc, il y a beaucoup d'autres sports. Il y a de la musculation, du vélo, de la course à pied. Et moi, j'adorais tous ces sports en fait et je faisais particulièrement beaucoup en course à pied. Je me rappelle d'une fin d'été où j'étais arrivé avec mon entraîneur et forcément il avait regardé nos carnets d'entraînement et j'avais beaucoup trop d'heures par rapport à ce qu'il avait mis. Ah, déjà, Ça déjà, m'avait surpris. déjà un adepte de la borne déjà si tôt. Ouais, bah j'ai commencé tôt la borne effectivement. Mais ça m'avait surpris de me faire engueuler pour en avoir fait trop en fait. Je Ouais. pensais pas. Et donc en complément dans la préparation physique, donc tu dis c'est à ce moment-là que tu passes complètement à l'IUT là, complètement sur la course à pied. Tu fais plus que ça du coup, c'est quoi, tu devais avoir quoi, entre 18 et 19 ans là, à cette époque? Tu fais plus que ça? C'est ça, j'avais un an de retard, je dois y rentrer à 19 ans je crois à Mhm. DUT. Et tu... Et bah,
en fait, plus que ça en compétition, oui. Mais après, l'entraînement, je pense que j'ai pas 50% de mon entraînement qui est en course à pied, moi. Je fais énormément de vélo et l'hiver du ski de fond, en fait, toujours, Mhm. mais sans course. Mais ouais, sinon, en termes de dossard, à partir du DUT, j'ai fait plus que de la course à pied et du trail. Ouais. Alors, ce qui est rigolo, on disait un peu en off, toi et moi, on a passé le même DUT, le DUT Jeux 2i. Hein. Est-ce que, pour pas Hmm. éviter de faire fuir tout le monde, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est? Alors, c'est génie électrique et les I, je sais plus. Je Informatique sais même plus. industrielle. Informatique industrielle, exactement. Et ouais, Et c'est c'est en en 2 ans. Hein. alors moi, j'étais toujours en aménagé à ce moment-là. D'accord. J'ai réussi à gratter ça. Ouais. Donc ça a été en 3 ans pour moi, avec 4 après-midi sur 5 de libre. Donc ça, c'était vraiment cool. J'étais du côté d'Annecy, justement. Donc encore un cadre splendide. Et donc le DUT GE2I, c'est quoi? C'est surtout de l'électricité, en fait. Et une partie informatique, mais que moi, ça m'intéressait pas beaucoup, par contre, l'informatique. Donc je serais pas le meilleur pour en parler. Mhm. Mais c'est... Ouais, si on aime coder ou qu'on aime l'électricité, franchement, c'est intéressant comme comme DUT. J'aimerais qu'on parle, si tu veux, bien de. T'en as parlé juste en début de l'épisode, de la relation avec Hugo, avec ton frère. Vous êtes uniquement deux frères hein, dans la famille, si j'ai pas de bêtises. Non, Non? on a une sœur, Ah, mais désolé. personne ne le sait. Ah, d'accord. Je savais pas. D'accord. Quel âge a-t-elle? Elle est plus jeune que vous? Non, elle est entre nous deux. Elle est Elle entre a vous deux. 28 ans. Comment ça se passe la relation sportive là, les relations de manière générale entre frères et sœurs du coup dans ces jeunes années là au niveau sportif, il y a quoi? Il y a de la compète, comment ça se passe? Bah, avec ma sœur, ouais, c'est pas toujours allé forcément 4 sportifs sur 5. Je te laisse imaginer les repas et conversations qu'on avait, hein. C'était assez basé sur le sport, donc là-dessus, on a un peu gonflé ma sœur. Mais c'est pour ça que pas grand monde la connaisse, c'est que ouais, ils connaissent Hugo et moi, forcément les deux, on est dans le trail. Et puis elle qui est absolument pas dans le sport, voilà, on en parle moins. Mais après, ça a été plus quand on était jeune, en fait, ça. Puis après, sinon, ça s'est très bien passé avec elle. Et avec mon frère, pour moi, ça a toujours été un peu un exemple. Voilà, forcément, il a 50 plus, donc il a toujours vécu plus de choses que moi. Et ouais, je m'en suis pas mal inspiré des courses qu'il a faites, surtout ses erreurs, en fait. Ce qui est bien, c'est que je suis pas obligé de les reproduire pour les apprendre. Donc, j'apprends de mes erreurs et de ses erreurs, c'est 2 fois plus intéressant. Surtout qu'il en fait beaucoup, c'est bien pour ça. Il tente Hugo, Mais il tente beaucoup. ouais, il est joueur. Et au niveau de la compétition, la relation avec la compétition, donc tu viens de dire il était beaucoup question de sport en famille, mais cette relation avec la compétition, c'était présent, c'était plutôt sport loisir ou vraiment axé déjà très tôt sur cet aspect-là? Non, il y a toujours eu un aspect de performance. Moi, je dirais encore plus quand je faisais du ski de fond. Là, c'était vraiment pure performance. Enfin, il y avait toujours le plaisir, mais je veux dire, dans le trail, c'est différent, je trouve, par rapport au ski de fond. Vu qu'il y a moins de participants aux courses, enfin, tu vas sur une course, il y a que des élites, entre guillemets, quoi. Mhm. Donc, tu es là pour faire un résultat. Mais sinon, entre mon frère et moi, il n'y a jamais eu de compétition. Par contre, on a rarement couru ensemble au final, sur des mêmes courses. Et quand on est au départ d'une même course, en général, c'est pas pour s'affronter l'un l'autre, mais c'est plus avec de sérieux concurrents à côté de nous. En général, on va plus s'aider qu'autre chose sur une course. Ouais, il y a une bonne relation de solidarité entre vous quand même, malgré tout. Ouais, ouais, Ouais. vraiment. Malgré que c'était un milieu compétitif aussi, et vos parents vous ont jamais mis dans cette notion de l'un par rapport à l'autre, plutôt dans un aspect, comme tu dis, de solidarité, quoi. Ah oui, oui, ils nous ont jamais comparé ou mis en compétition l'un l'autre. Ouais, non, ça Hmm. c'est sûr. Puis ils nous ont jamais poussé non plus. Euh, Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu l'état d'esprit qu'il y avait dans le ski de fond? Donc tu peux nous expliquer un petit peu à quel niveau tu en as pratiqué
Et quelle était la mentalité que tu as retrouvée dans ce milieu-là? Alors, ce qu'ils te font pour moi, c'était vraiment une mentalité ouais, de haut niveau, quoi. On sentait que c'était un sport qui se voulait presque professionnel. Mhm. Alors, tant que j'étais en club, en fait, je trouvais qu'il y avait une super entente. Vraiment, t'allais à l'entraînement, t'avais la banane, tu savais que tu retrouvais les copains. Que voilà, même si l'entraînement était dur, enfin, il y aurait des sourires, t'allais prendre du plaisir. Après, quand je suis rentré à Moutier, justement, pour les sports, là, je me suis mis au biathlon. Et en fait, c'est surtout avec l'entraîneur que ça n'a pas accroché. Mhm. Et donc là, j'ai perdu pas mal de plaisir pendant 2 ans, avant de me faire virer, de toute façon. Et, et ouais, j'ai perdu un peu l'accroche avec le ski de fond. Donc même en revenant après sur Chambéry, où j'ai retrouvé mon entraîneur, donc un super type, et que j'ai retrouvé les copains du club, j'ai fini mes années de lycée, en fait, en continuant un peu la compétition, mais c'était déjà un peu moins du haut niveau. J'avais perdu cette envie. Mais toujours un moment de plaisir. Puis comme je l'ai dit, je continue l'hiver à faire des entraînements parce que vraiment pour moi c'est un sport, c'est top quoi en complément. Ah bah c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est un sport porté, ça sollicite plus ou moins, on va schématiser, hein, mais plus ou moins les mêmes groupes musculaires que le trail, sans les Mhm. impacts. Donc on en reparlera un petit peu plus tard sur l'aspect entraînement, mais c'est vrai que c'est l'idéal. Euh, Ouais, t'as perdu le goût du ski de fond, et petit à petit tu t'en éloignes, mais malgré tout on comprend que voilà, ça reste toujours une pratique qui te fait vibrer, j'imagine, quand tu la pratiques. Euh, Toi derrière, à quel moment tu te dis, voilà, là je suis définitivement passé dans le trail, dans la course à pied. Déjà, est-ce qu'il y a eu une passerelle entre course à pied et trail, ou est-ce que t'es passé directement au trail? Non, les 2 dernières années de lycée justement quand je reviens à Chambéry, je fais les deux parce que quand je fais mon premier ultra trail, je fais encore aussi du ski de fond en compétition. Donc ouais, pendant 2 ans je pratique les deux, qui, en fait, qui se pratique très bien parce que le trail, si tu fais que l'été, je veux dire, ça pose pas de soucis par rapport au ski de fond. Après, forcément, les saisons, elles s'allongent de plus en plus. En trail, si tu fais que ça, hein, on voit des saisons qui commencent en janvier et enfin, en fait, des fois, qui terminent pas, quoi. Ça s'appelle plus des saisons, c'est du non-stop. Mhm. Mais ouais, pendant 2 ans, je pratique encore les deux avant, ouais, vraiment de basculer dans le trail en DUT. Alors, t'as une histoire un peu particulière avec ce sport parce que je pense que tu dois être des sportifs les plus précoces dans l'ultra trail, puisque l'ultra du Beaufortin, tu le fais en juillet 2016. Tu dois avoir quoi, à peine 20 ans, là, même pas? J'avais pas 20 ans, en fait, T'avais j'avais pas 20 ans. 19 ans. Ouais, 19 ans. Et c'est Et la c'était spécialité, c'est, Vas-y, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. en fait, là-bas, alors si au début, l'organisateur, il respectait les codes FFA. Mhm. Et donc chaque année, je me disais, allez, plus que 3 ans, plus que 2 ans. Et en fait, un an avant, il a changé le règlement. Il a mis, à partir de 18 ans, vous pouvez participer. Du coup, direct, je me suis inscrit à mes 19 ans. Ouais. J'ai gagné une année. Parce que tu peux préciser le règlement FFA qu'est-ce qui stipule sur l'âge? Alors, de mémoire, il stipule que jusqu'à 20 ans, tu peux faire des 25 kilomètres. Mhm. À 20 ans, j'ai plus les chiffres en tête. Et à partir de 20 ans, tu passes de 25 à nos limites. C'est magnifique. D'accord. Donc ton premier ultra à 19 ans. Ça m'intéresse de savoir deux choses. Pourquoi tu veux directement te confronter à l'ultra? Alors je crois que tu as fait le Grand Raid 73 quelques mois avant, j'imagine, en préparation. Mais pourquoi tu veux immédiatement te mettre à l'ultra? C'est quoi l'objectif recherché? Ouais, juste le Grand Raid 73, j'avais fait le petit Ouais, parcours. le petit ou Ça devait le être. 23 et demi, ouais. Hmm. Ouais, voilà. En fait, je veux pas me confronter spécialement à l'ultra. C'était vraiment l'ultra tour du Beaufortin qui m'intéressait plus que en soi. Mhm. Ouais, comme je l'ai dit, chaque année, je voyais ma mère le faire, mon frère qui l'avait fait, si je dis pas de bêtises, en 2014, ou pareil, j'avais fait la deuxième moitié avec lui. Et donc vraiment, moi, j'attendais qu'une chose, c'est d'avoir l'âge pour pouvoir le faire à mon tour, parce que chaque année, je les voyais le faire et ça me donnait vraiment envie. C'est pas
l'ultra qui m'a attiré. C'est vraiment cette course qui m'a attiré en premier. Hmm. Est-ce que tu n'as pas été confronté à des gens qui t'ont dit, écoute, Aubin, c'est peut-être un peu tôt, t'étais entouré par un entraîneur ou pas du tout à cette époque? Non. Je réfléchis, mais je crois pas que j'avais d'entraîneur. Enfin, j'avais toujours mon entraîneur de ski, Ouais. mais qui était donc plus l'entraîneur du club, quoi, pas un entraîneur personnel. Mais sinon, non, j'étais pas trop coaché ni conseillé à ce moment-là. Et tu rencontres des gens qui te déconseillent un petit peu d'aller si loin si tôt? Ou pas du tout? Alors, non, mais après, qui me déconseille, non, mais mes parents, ils m'avaient dit, ouais, voilà, de pas en faire 5 par année, mais d'en faire un, en fait, ça les choquait pas plus que ça. Donc, après, non, de mémoire, j'ai personne qui me disait, non, fais pas ça, c'est une connerie. Non, j'ai jamais eu de frein là-dessus. D'accord. Euh, Dans cette année, là, on voit d'après tes résultats que tu cours quand même beaucoup en compétition, une dizaine d'épreuves en 2017, également en 2018. Tu es un peu sur des formats toujours un peu différents. Tu commences par l'ultra, mais derrière, on voit que tu fais du 30, du 40, du 50, du 80. Euh, C'était quoi la logique d'organisation à cette époque-là, les années 2017-2018, dans tes saisons? T'avais un objectif de structuration d'entraînement, de saison ou pas du tout? C'était un peu à l'envie. Alors, non, en général, je prépare toujours ma saison novembre-décembre par là. Mhm. Donc, avec deux ou trois objectifs majeurs, donc qui sont en général entre 80 et 120 km. Et après, ce qu'on voit comme course sur mes profils, des 30, des 50, c'est plus des courses de préparation. Et ouais, mettre des dossards, parce que forcément, faire que trois ultras, déjà, ça peut mal se passer, donc on serait déçu. Et l'air de rien, je prends pas mal de plaisir aussi sur des plus courts. Donc j'aime bien en mettre quelques-uns dans la saison. Ça remet un peu de vitesse et ça te remet à ta place, surtout quand tu vois la vitesse des autres. Ouais, ouais. Mais malgré tout, toujours avec cette envie de, enfin, toi, tu sens au fond de toi que le truc, ton truc, c'est l'ultra, quoi. Ton truc, c'est la borne. Ouais, c'est ça. Alors, pour certains, ce sera pas de l'ultra, parce que mon truc, c'est vraiment 80 à 100. Mhm. Donc, pour moi, c'est de l'ultra. Pour d'autres, c'est du C'est la trail long. limite, hein. Après, voilà, ça D'après la dépend. définition de l'ITRA, c'est la limite. Ouais, mais ouais, c'est vraiment ça ma passion. Et là où je prends le plus de plaisir, en fait. C'est les courses vraiment où je kiffe, où je me sens le mieux. C'est ça, c'est des 80 à 100 km. Tu parlais tout à l'heure de ta relation, du fait que tu as appris beaucoup de Hugo. Donc Hugo a effectivement 50 plus que toi, donc un peu plus d'expérience dans la discipline. Est-ce que vous discutiez à l'époque là de de ce besoin de structurer les saisons ou ça c'est venu de toi-même? Est-ce que tu as été conseillé par quelqu'un? Alors, je me rappelle plus exactement, mais c'est sûr que mon frère, il m'a toujours quand même pas mal conseillé. Après, j'avais vu bah, lui ce qu'il avait fait aussi, comme j'ai dit, en fait, ses erreurs. Hmm. Voilà, à chaque fois qu'il a voulu enchaîner, il s'est cramé, il se ratait. Donc ouais, d'un côté, il m'a conseillé, d'un autre, sans le vouloir, en fait, il m'a montré ce qu'il fallait faire et pas faire aussi. Mhm. Et donc ça a été vraiment ma structuration, je crois, 2017-2018 et 2019, il me semble, où j'avais mes trois trails longs en objectif par an et où ça marchait vraiment bien. Donc après, j'ai toujours voulu continuer avec ça. On voit que sur l'Ultra Tour du Beaufortin, quand même, la première année, donc t'as pas 20 ans, tu fais 9e quand même, sur à peu près 200 participants. Donc c'est quand tu fais cet ultra-là, le premier que tu fais, tu te dis, ah ouais, est-ce que t'avais un objectif et est-ce que tu étais satisfait du résultat? Alors j'y suis allé sans objectif, vraiment, je partais pour plus une longue randonnée qu'autre chose. Hmm. Puis donc j'étais parti doucement, hein, forcément. Et petit à petit, en fait, je remontais, puis ça allait bien. Je retrouvais des amis le long du parcours. Et ouais, ça s'est fait vraiment, ça s'est déroulé tout seul, quoi, ce premier ultra. Et à un moment, j'avais doublé Sanjay Sherpa, donc pour moi, c'était vraiment un idole en 2016. Je Mhm. connaissais personne sauf lui quasiment dans le trail. Donc j'étais tout content d'avoir doublé Sanjay.
Bon, au final, j'ai fait une hypothermie, il m'a redoublé alors que j'étais sous des couvertures dans un ravito. Mais non, ouais, Une j'étais belle parti tranquille, sans aucun objectif. Et ouais, vraiment, je sais plus, j'ai dû mettre 15 heures à peu près, 15 heures de régal. 15h47, exactement. Donc, ouais, c'est une belle première expérience. À ce moment-là, tu te dis, ouais, il y a moyen, avec si peu d'expérience, je suis quand même capable de faire une belle course. A priori, en relative gestion, malgré ce problème d'hypothermie. Mais tu te dis à ce moment-là, il y a moyen de faire des perfs ou de faire quelque chose dans cette discipline-là. Tu te le dis immédiatement. Bah, non, pas plus que ça pour faire des perfs, mais j'ai senti que j'avais accroché avec cette discipline, ouais. J'avais pris vraiment du plaisir et je m'étais pas dit, voilà, je vais devenir un des meilleurs français ou mondiaux. Je m'étais dit, ah ouais, ça vraiment, c'est top, quoi. Je kiffe. Tu vois des paysages, c'est splendide. T'es dans la montagne. Ouais, j'avais surtout pris du plaisir, en fait. Et c'est ça qui m'a attiré plus que la perf. Est-ce que dans ces deux, trois premières années là, mis à part ce premier ultra que tu nous l'as dit, hyper important pour toi, ces deux, trois premières années là où tu débutes la discipline, est-ce que tu as un ou deux moments qui t'ont marqué? Des victoires, des moments Bah, ça va être particuliers? l'année d'après, justement, sur l'UTHG, donc l'Ultra Tour du Haut-Gifre. Ça devait faire 90, je crois. C'était ma première victoire. À Samoins? Ouais. Mhm. Il me semble bien que c'était en 2017, l'année d'après. Ouais. 2017, ouais, juin. Et ouais, ça, c'est vraiment ce qui m'avait marqué, parce que bah, déjà, je m'y attendais pas. Ouais. 85 km, 6000 de dénivelé, tu finis premier effectivement, en 12h07. Ouais. Et là, pareil, hein, j'avais pris du plaisir toute la course. Il y a eu une montée où je m'étais senti mal, mais sinon, vraiment, j'avais adoré. Et ouais, à l'époque, je m'entraînais, mais j'avais pas de structure ni rien en trail, quoi. Je courais bêtement. Je courais beaucoup, mais sans faire de spécifique ni rien. Et je crois que c'est à partir de là, après, où j'avais pris un entraîneur et que c'était devenu un peu plus structuré et que j'allais plus vers la perf qu'autre chose après cet ultra-là. Ça a été un peu le tournant. Qu'est-ce que tu penses, bon, mis à part le fait que tu as été quand même à assez haut niveau en ski de fond, donc j'imagine que ça a dû bien développer ta caisse, surtout à l'adolescence, là, parce qu'on rappelle que c'est à l'adolescence que les capacités, notamment le VO2, se développent. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sois en capacité, un an après ton début, là, de gagner un ultra comme l'Ultra Tour du Haut-Gifre? C'est quoi? C'est génétique? C'est tes capacités? C'est quoi, d'après toi? Je pense que c'est ouais, toutes les heures que j'ai pu faire pour le ski de fond, en fait. Parce que vraiment, j'avais des volumes par rapport à mon âge qui étaient assez monstrueux. Où, ouais, l'été, je faisais des mois à plus de 100 heures alors que j'avais 16, 17 ans, même pas. Donc, je pense que tout ce volume-là, en étant ouais, vraiment jeune quand même, c'est ça qui m'a permis d'être performant pour l'ultra. Parce que forcément, faire autant de volume, ça veut dire s'entraîner aussi sur fatigue. Et donc, ouais, au final, passer la mi-course sur un ultra, tu vois les autres qui commencent à tirer la langue, alors que moi, c'est là où ça va le mieux. Donc, pour moi, c'est vraiment toutes les heures que j'ai pu faire en entraînement, en amont du ski de fond, Mhm. qui m'auront servi pour mes premiers ultras, c'est sûr. Est-ce que tu as réussi à analyser, alors ça fait, on va pas faire psychologue, hein, mais à analyser pourquoi si jeune tu avais cette envie, cette volonté de faire, alors à un âge où, de manière générale, hein, les adolescents notamment, sont pas forcément enclins à faire autant de volume, autant de sport. Est-ce que tu as essayé de voir pour quelles raisons tu voulais aller au-delà, même en termes de kilométrage, en termes de volume horaire, tu as essayé de comprendre ça? Non, pas spécialement. Après, vu que j'étais dans un environnement sportif, bah déjà avec la famille depuis tout petit, et au niveau des études, bah de la sixième, donc 11 ans, jusqu'à la fin de mon DUT, qui a dû être à 22 ans de mémoire, où j'ai toujours été en classe aménagée avec des sportifs. Donc ouais, j'ai connu un peu tous les sports. Forcément, ouais, t'es dans un milieu qui fait beaucoup de sport, donc en fait, quand t'as du temps, c'est pas tu vas jouer à la play avec un ami, c'est tu vas courir, faire du vélo avec un ami. Donc ouais, ça faisait monter les heures
comme ça, en fait. C'était même pas voulu ou quoi que ce soit. C'était vraiment par plaisir. Voilà, je recevais un message, tiens, tu vas aller rouler. Hop, je prenais mon vélo, puis je partais rouler avec un ami. Ouais, Ouais, c'était c'était sans c'est penser. l'environnement qui t'a favorisé ça en fait. Ouais, exactement. C'était pas voulu hein, de faire autant d'heures si jeune, mais vraiment, il y avait le plaisir qui allait avec. Et ça se faisait tout seul, quoi. Tout à l'heure, tu disais que à partir de cette ultra trail du Haut-Gifre et cette victoire, tu te dis bon, surprenant, mais bon, voilà, j'ai quand même gagné un ultra, donc ou le début d'un ultra, voilà, il y a quand même quelque chose à faire. Tu te dis, il faut que je me fasse accompagner. Quand tu commences à te faire accompagner par un coach, quels sont les premières incohérences que tu constates par rapport à la manière dont tu t'es entraîné avant? Euh, Bah, la première grosse différence, c'est surtout qu'on a fait des intensités. Ouais. Moi, c'est vraiment le truc que je faisais pas trop tout seul. En général, ouais, t'as pas envie quoi, de te faire mal. Tu veux juste courir par plaisir. Donc ça, ouais, ça a été le premier gros changement. Après, sinon, on a peut-être réduit un peu en horaire, mais pas tellement non plus. On a bien gardé le mixte vélo-course à pied. Donc, franchement, à part les intensités, j'ai pas eu un énorme bouleversement avec un entraîneur. Juste, ce qui était spécial, c'était ouais, vraiment de suivre un plan d'entraînement, mais encore que j'avais l'habitude avec le ski de fond. Donc, j'ai pas eu de changement majeur en fait, hormis les intensités. Tu peux nous donner le nom? C'est encore ton entraîneur aujourd'hui ou la personne qui s'est occupée de toi à cette Non, époque? ça allait plus, c'était Nicolas Martin. D'accord. Et on est allé bah, jusqu'au Covid, puis bah voilà, le Covid une nouvelle fois est passé par là. Mhm. Là actuellement, j'ai plus d'entraîneur. T'as plus l'entraîneur. Ok. Tu comptes en reprendre un ou t'es bien, je pense que t'as une bonne connaissance de la physio, de la séance de l'entraînement. Tu penses rester seul ou tu penses en reprendre un? Non, je vais rester seul au moins un grand moment. En fait, j'ai essayé de reprendre après avec Nicolas Martin. Mais voilà, ce qui est différent, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai été en section sport avec du temps pendant plus de 11 ans. Donc là, c'est facile en fait. Tu as un plan, Mhm. tu as toute ton après-midi pour caser la séance. Voilà, tu la fais quand tu veux. Si t'es fatigué, tu fais une sieste, tu vas après. Et en fait, depuis que j'ai commencé à travailler, bah forcément, il faut y aller le soir. Et des fois, il y a des séances, et c'est forcément hein, pour aller vers le haut niveau, tu as des séances dures. Et en fait, quand tu connaissais ton plan à l'avance, des fois, j'y pensais la journée entière, la séance du soir. Tout ça pour au final la commencer et la bâcher direct parce que ça allait pas. Mhm. Et petit à petit, en fait, j'arrivais vraiment pas à suivre le plan. Donc j'ai dit, bah là, c'est plus la peine, quoi. J'ai un plan d'entraînement, mais je fais une séance sur 5 comme il faut. Et j'ai dit, bah, je vais continuer tout seul à l'envie, selon le ressenti le soir. Et toi, d'après toi, cette façon de fonctionner fonctionne, enfin, est plus adaptée à ta manière de voir le sport? Bah, actuellement, pour moi, en tout cas, c'est ce qui me correspond. Parce que vraiment, j'ai des hauts débats assez prononcés. Donc, ouais, suivre un plan d'entraînement, j'y arrive vraiment plus du tout. Donc, ouais, c'est ce qui me correspond actuellement d'être en solo. On a l'impression quand même malgré tout que toi aussi, alors je dis aussi par rapport à Hugo, hein, mais le cadre, ça vous embête un peu, beaucoup, parfois, de manière générale. Est-ce qu'on peut dire que t'aimes bien avoir cette liberté de manière générale, que ce soit dans l'entraînement ou dans la vie, t'es quelqu'un qui est assez indépendant? Ouais, c'est sûr, les cadres, ouais, j'ai jamais trop aimé ça. J'aime bien faire ouais, un peu ce que je veux, en effet. Mais non, après, il en faut quand même hein, du cadre, je Mhm. dis pas. Mais je trouve qu'on est assez cadré, en fait, pour ne plus l'être lors des entraînements. J'aime bien être libre au moins là-dessus. D'accord. Je vais te faire passer un petit message audio. Je te laisse l'écouter et tu réponds à ce qui t'est adressé. Salut Nicolas, c'est Hugo. Excuse-moi, j'ai beaucoup brassé là en début de semaine parce que je suis entre deux week-ends de 3 jours d'animation, ce qui est toujours un peu délicat. Et donc, je n'ai pas une, mais deux questions pour Aubin. Tu seras ravi. Alors la première question, ce serait de lui demander
Voilà Aubin, maintenant que tu es installé avec ton nouveau travail chez nos amis suisses et que tu as un emploi du temps plutôt régulier, est-ce que tu envisages de reprendre un entraîneur pour remplir de manière intelligente les créneaux alloués à la course à pied que tu t'es autorisé chaque semaine? Et ma deuxième question, ça va être, alors Robin, toi qui es un coureur très doué en montagne, notamment dans les enchaînements de montées longues et raides, tu as vu au Trail du Saint-Jacques que finalement tu pouvais gagner la course, hein, déjà avec un concurrent comme Samir Tazi qui a peut-être plus de qualité de vitesse que toi. Le temps était bon, 13 heures pour faire 125 km et 5000 mètres de dénivelé. Tu as abordé cette course sans aucun entraînement spécifique lié à la vitesse ou au travail de la foulée. Est-ce que tu te dis pas que finalement tu pourrais être un coureur complet et accéder à des très jolis événements, comme par exemple le Grand Trail des Templiers fin octobre, qui est quand même quelque chose à vivre une fois dans la vie de trailer. Donc pour la première réponse, tu viens de la donner, hein. En ce qui concerne l'entraîneur, tu confirmes? Ouais, en fait, par rapport à Sylvie, alors certes, j'ai un emploi du temps, ouais, il est calé, mes journées, en termes d'heures, c'est toutes les mêmes, on va dire, mais en termes d'activité physique, c'est complètement différent, vu que je travaille pas en bureau. Et ouais, il y a des journées, vraiment, je suis claqué, sauf que je peux pas le prévoir à l'avance pour un plan d'entraînement. Donc, vraiment, ouais, là-dessus, je préférerais rester libre au niveau de l'entraînement, ouais. Je compte pas du tout reprendre d'entraîneur, là. D'accord. Et la deuxième Ça, je question, confirme. avant, si tu veux bien d'y répondre, je vais juste introduire le sujet et dire qu'effectivement, tu as remporté le Trail de Saint-Jacques récemment, hein, qui faisait partie qui était un UTMB World Series aux côtés de Samir Tazi, qu'on salue. Euh, Est-ce que tu peux du coup répondre à la question de ton frère par rapport à cet aspect de trailer complet que tu pourrais être, enfin que tu es? Ouais, alors je suis pas vraiment complet quand même. C'est vrai que dès qu'il y a du roulant, je suis assez ridicule par rapport aux autres qui auraient une cote similaire à la mienne. Mais non, j'y travaille. Chaque hiver, je me dis, tiens, je vais faire de la vitesse. Puis ouais, les derniers hivers, j'ai pas eu de la chance. Je me suis vachement blessé quand même les hivers. Et là, j'ai attaqué un cycle justement pour essayer de gagner en vitesse parce que l'air de rien, ça m'intéresse quand même de bien courir à plat. Donc après, des courses comme les Templiers, je sais pas. Actuellement, c'est pas celle qui me vend le plus de rêves. Mais en tout cas, travailler ma vitesse et être quelqu'un d'assez performant à plat, ça oui, je suis en train d'y travailler. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de progresser là-dessus, parce que c'est vrai que c'est vraiment l'axe de progression où j'ai le plus à gagner. Parce que comme mon frère l'a dit, quand il s'agit de marcher en montagne ou de courir vite dans des descentes, ça va. Mais ouais, quand c'est du roulant, je tire un peu la langue quand même derrière les autres. Pourtant, le Trail du Saint-Jacques, on va y revenir un peu plus en détail juste après, mais le Trail du Saint-Jacques, c'est pas quand même considéré comme un trail montagnard. Il y a quand même, moi qui l'ai fait, qui ai fait le marathon, il y a quand même de belles portions roulantes, hein, sur cette course-là. Du coup, tu t'es senti diminuer toi, sur les portions plates? Ouais, j'ai quand même souffert derrière sa mère, mais c'est pour moi c'est différent en fait après la vitesse sur un ultra, parce que là typiquement les portions plates, je crois qu'à la fin on était à 12. Mhm. Donc à 12, oui quand même, j'arrive à y aller. C'est moi là où j'ai du mal, c'est plus les départs qui se font à plus de 16 km/h. Là typiquement le Grand Trail du Lac, donc qu'on va faire avec mon frère dimanche. On part, c'est 10 km de piste cyclable à plat. Mhm. Et lui, il me dit, bah, on va partir à 3 minutes 50 au kilomètre, donc à peu près 15,5 km/h. Et ouais, déjà, rien que ça me fait peur. Alors qu'aller à 15,5, je pense que n'importe qui avec plus de 800 de côte, ça le fait doucement rire, quoi. C'est facile. Mhm. Mais il le dit souvent ton frère dans ses podcasts, il dit que tu es effectivement très 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 efficace sur
sur les portions très raides en marche-bâton. Ça vient là encore de ton historique passé en montagne et les longues heures que tu as passées en montagne, tu penses? Ça vient des heures en montagne, mais je pense aussi que ça peut venir du ski de fond en vrai, parce que Mm. le geste, Ouais, similaire. Ouais. l'air de rien, il est assez semblable, hein. Mhm. Donc, ouais, il y a ça qui peut aider. C'est vrai que j'ai jamais vraiment pu expliquer pourquoi ça allait beaucoup mieux quand je marchais avec mes bâtons par rapport à courir à plat, mais c'est vrai que c'est quelque chose où je suis vraiment à l'aise par rapport aux autres, ouais. En général, les courses, il faut monter descendre. Bah, typiquement, avant Saint-Jacques, j'avais fait, ouais, ils s'appellent Ultra Tour du Môle, parce que c'est une montagne, donc on fait les trois côtés, mais ça fait 35 km, je crois, Mhm. avec 3500 de dénivelé. Et là, en effet, tu fais que marcher en montée, et puis bah, descendre, ça aussi, ça va. Et ouais, c'est les courses où je me sens le plus à l'aise, celle-là. Mais ouais, je l'explique pas vraiment, parce que l'air de rien, à l'entraînement, je fais beaucoup de dénivelé, mais je passe pas non plus mon temps à faire des allers-retours en montée-descente. Mais ouais, pour moi, ça viendrait plus du ski de fond, en vrai, cette aisance. Et alors ça viendrait du ski de fond, tu penses techniquement, c'est-à-dire l'utilisation des bras principalement? Tu penses que c'est ça? Alors, l'utilisation des bras, ouais, je suis quasiment sûr que ça vient du ski de fond, ça. Parce que Ouais. là, le geste, ouais. Et après, je me dis que les muscles, en fait, peuvent aussi avoir été formés au ski de fond. Les muscles qui servent justement À la pour marche? monter. Ouais. D'accord, d'accord, intéressant, intéressant, intéressant. Est-ce que tu peux revenir un petit peu plus en détail sur sur ce trail de Saint-Jacques qui reste malgré tout, je pense, tu peux me dire si je me trompe, mais ton plus beau résultat, hein, puisque en plus ça te qualifie directement pour l'UTMB en 2023. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, nous repasser un petit peu le film de cet événement-là? Ouais. Bah, le train de Saint-Jacques, donc ça a été un de mes objectifs en 2022, là. Mon premier, si je dis pas. Non, Tu, mon deuxième, ouais, de l'année. tu peux repréciser le format? Sans Alors, manque. c'est Hmm. 125 km et en dénivelé, ça devait faire 5300, je crois. Ouais. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais entre 5000 et 5005. Mhm. Donc effectivement, on m'avait dit, ouais, tu verras, c'est hyper roulant, tu fais que courir. On m'avait dit, ouais, tu vas courir partout, mais en fait, c'est complètement faux. Ouais. Donc voilà, on est arrivé au Puy-en-Velay avec mon frère. Donc on était tous les deux alignés sur cette course, tous les deux comme objectif. Donc on s'était dit, bah, on va partir ensemble. Et moi, j'aime bien partir avec lui, puis dire, bah, je reste avec toi le plus longtemps que je peux, quoi. Parce qu'en général, quand même, il est meilleur que moi. Donc on a fait tout le début de course ensemble. C'est parti vraiment tranquille, puisqu'il n'y avait pas de gros favoris, en fait. À la base, il devait y avoir Dylan Bowman, mais qui est pas venu. Donc on s'est retrouvé avec un groupe d'amis. Samir, il est parti devant lui, par contre, il a jamais été avec nous. Donc on part tranquillement, départ 11 h la nuit. Les points à monter, je trouve que ça va assez vite, mais voilà, je m'étais dit, tu restes avec Hugo, donc je suis quand même resté avec Hugo, même si je trouvais que ça montait vite. Et après, à partir de 2 heures de course, j'ai rapidement eu mal au ventre. J'arrivais plus trop à me nourrir. Donc là, je faisais un peu le yo-yo. Quand j'avais très mal au ventre, j'étais obligé de marcher. Donc mon frère, il partait. Après, ça allait un peu mieux, je revenais. Et au final, j'arrivais à me nourrir exclusivement de coca au ravito grâce à mes parents et de bananes, pareil, au ravito. Et ce qui m'a sauvé, c'est que les ravitaux étaient assez rapprochés. Quasiment à chaque heure, en fait, il y en avait un. Donc le fait de me nourrir que sur le ravitaillement avec du coca et une banane, ça a fait que j'ai quand même pu faire ma course sans grosse fringale. Et donc voilà, à faire le yo-yo avec mon frère, on était en deuxième et troisième position. Il y avait que Samir qui était tout seul devant. Mais il a jamais été très loin, je crois qu'il a eu 5 minutes d'avance au maximum. Et au kilomètre 50, c'est là où je pars devant mon frère. Je suis le premier surpris parce que vraiment j'ai très mal au ventre. Je pars et je me dis, tiens, bah, je vais essayer de rattraper Samir. On m'avait annoncé 3 minutes au ravitaillement. Donc là, une grosse montée, je me dis génial. Par contre, j'ai pas mes bâtons. C'est vrai que ça me dérange que j'ai pas de bâton en montée. T'avais pas pris des bâtons? Et bah non, on m'avait dit, tu verras, on court partout. Ah Mais en oui, fait, on court pas partout. C'est super raide par moment. c'est clair, je confirme. En fait, tu t'as la première partie où tu fais que courir. Mais après, avec la fatigue, plus vraiment la deuxième partie, c'est des grosses rampes, hein. C'est Ouais. très raide, je trouve.
Ceux qui C'est jamais connaissent. des grosses montées, mais c'est raide. Saint-Privat d'Allier, Monistrol d'Allier, tout ça, toutes ces parties-là, c'est assez, c'est très, très, très raide. Ouais, c'est hyper cassant, hein. Ouais. Parce qu'à chaque fois, tu prends, je sais pas, 3 ou 400 dénivelés, donc c'est pas fou. C'est pas comme les Alpes, comme on a l'habitude, mais ouais, c'est raide, donc tu cours pas. Et du coup, avec 1m50, une de ces montées, je rattrape Samir. Donc lui, il pense, bah voilà, je vais partir devant, mon rythme et tout. En fait, je suis revenu, j'étais à bloc, donc bah, déjà, j'ai dû me calmer avec lui. Et au final, il allait toujours très fort, donc je restais avec lui. Lui, le pauvre, il avait pas d'assistance par contre au ravitaillement, donc à chaque fois, je gagnais une petite minute sur lui. Et donc, chaque fois, il revenait, il me redoublait, parce qu'il allait plus vite que moi. Mentalement, je me disais, ouais, laisse-le pas partir, je m'accrochais. Après, une nouvelle fois, bah, j'avais vraiment trop mal au ventre, donc je le laissais partir. Je revenais sur lui. Donc ça a duré du kilomètre 50 au kilomètre 90, où vraiment, en fait, ceux qui suivaient sur, il me semble que c'était Lifetrack qui faisait les Je chronos. pensais qu'il y avait un bug, non? Non, c'est qu'on passait toujours ensemble au Hmm. ravitaillement. Chaque fois qu'on était badgé, on était ensemble. Donc, en fait, si tu ne nous voyais pas ailleurs, tu pensais qu'on faisait la course ensemble. Alors que c'est faux, on n'a jamais couru ensemble jusqu'au kilomètre 90. Et après, c'est là que, ouais, un peu les deux épuisés à faire. Ouais, c'était pas un rythme régulier, quoi. Du coup, ça accélérait, ça ralentissait. Et ce kilomètre 90 où il y avait plus que la longue descente et le long plat, quoi, pour rejoindre l'arrivée. Je crois qu'en 30 kilomètres, il devait y avoir 500 mètres de dénivelé, il me semble. Mhm. C'était l'horreur pour moi. Et c'est là qu'on a décidé, en fait, un peu de faire course commune, mais avec comme objectif, bah déjà, à condition qu'il n'y en ait pas un qui explose, voilà, parce que l'autre allait pas attendre non plus. Et avec comme objectif les 13 heures, en fait. Et cet objectif, l'air de rien, il nous a poussé les deux, ouais, on avait décidé de finir ensemble, mais enfin, on a tout donné, quoi. On n'a pas tout donné pour se lâcher l'un l'autre, mais on a tout donné pour passer sous les 13 heures. Et Qui a eu l'idée en premier de passer sous les 13 heures? Ça m'intéresse. ah, c'était moi, les 13 heures. Et d'où ça t'est venu, ça? Bah, en fait, j'ai calculé bêtement, je sais plus, je crois, en faisant du 10 de moyenne ou je sais plus comment j'ai calculé, puis ça donnait 13 heures. Et je m'étais dit, ouais, c'est pas déconnant. Du coup, j'ai dit à Samir, lui, il était parti pour 14 heures. Je dis, mais non, Samir, regarde, là, on va courir, ça passe en 13 heures. Et c'est tout juste pas passé, mais du coup, ouais, ça l'a bien remotivé aussi. Et non, franchement, on a fait les 30 derniers kilomètres ensemble, mais en s'encourageant l'un l'autre, vraiment, c'était un grand moment, j'ai adoré. Puis on a fini, bah, ceux qui ont vu les photos de l'arrivée, je pense que ouais, on n'a pas fini au ralenti pour finir ensemble, quoi. Les deux, on a fini à bloc et on a tout donné. Sacré moment, hein. J'en parle avec Samir dans l'épisode que j'ai fait récemment avec lui. Effectivement, bah, lui pour lui aussi, hein, c'était un sacré moment de partage avec toi et il en parle avec beaucoup d'émotion. Ouais, non, bah, on était tous les deux mal et franchement, il n'y avait même plus d'adversité. C'était on s'encourageait pour arriver ensemble à notre objectif commun, quoi. Non, j'avais trouvé ça beau, ouais. Est-ce que tu peux dire que c'est ton plus beau moment de trail? Le deuxième. Ah, allez, vas-y. Ah, le plus beau, c'était quand même quand j'ai fini mon premier l'Ultra Tour du Beaufortin. Ouais. Tu peux te Celui-là, ouais, quand préciser? je l'ai fini, bah, l'année en 2016, quand j'ai Hmm. terminé ouais, le premier ultra, et vraiment, après 15 heures, je me fais d'efforts si longs, et ouais, il y a tout qui c'était magnifique, quoi, pour moi. C'était quoi le sentiment que t'avais fierté par rapport à tes parents, par rapport à toi? Tu peux nous préciser un peu dans quel état d'esprit t'étais là sur l'Ultra Tour du Beaufortin en 2016? Ouais, il y avait pas mal de fierté pour mes parents, et ouais, c'est surtout encore plus pour mes grands-parents, je pense qu'ils sont vraiment, ils habitent ouais, à côté du départ, en fait. Mhm. La course passe à côté de leur maison au départ. Et ouais, bah, mon grand-père était dans l'organisation pendant beaucoup d'années. Donc ouais, c'était vraiment une fierté par rapport à eux, où j'avais accompli ouais, le tour de leur massif, quoi. Mhm. C'est chez eux. Ouais, et avec une signification importante pour familiale quoi. Ouais. Est-ce que tu peux, à contrario, nous donner ton pire souvenir de trail?
Alors, je sais pas si c'est le pire, mais mon plus grand regret, en tout cas, ça aura été à la Transgran Canaria, quand j'abandonne à 17 kilomètres de l'arrivée. Ouais. Alors que, en fait, chaque fois que j'y réfléchis, je me dis, ouais, tu pouvais finir en marchant, quoi. J'étais, je crois, septième, juste derrière Diego Pazos. Et ouais, d'un coup, mes jambes se sont tendues. Donc, j'ai fait 3 kilomètres en marchant bêtement avec des jambes tendues pour arriver au ravitaillement. Et là, directement, j'ai dit, non, je repars pas. Et j'ai rendu le dossard alors que le lendemain, je pouvais courir, quoi. En fait, quand tu réfléchis, les barrières, elles sont tellement larges que j'aurais même pu repartir le lendemain pour finir la course. Ouais. Donc ouais, ça c'est. Je sais pas si c'est le pire, mais en tout cas, c'est le plus grand regret que je peux avoir. Et c'est un regret pourquoi? Parce que j'imagine que t'étais pas bien, t'étais musculairement pas bien, etc. Donc t'étais plus dans une notion de performance à ce moment-là. C'est quoi? C'est vraiment le fait de pas l'avoir terminé, d'avoir fait tout ça pour rien. C'est quoi pourquoi tu regrettes? Ouais, c'est le fait de pas avoir terminé, quoi. Rendre un dossard alors que tu viens de faire 110 kilomètres et qu'il en reste 15, je trouve ça dommage, quoi. Enfin, sachant que c'est un sport. En fait, moi où j'ai du mal, c'est quand t'es dans la performance. Parce que voilà, pareil, c'était une de mes meilleures courses que je réalisais. Et j'arrive pas à me décrocher de la performance pour juste finir. Ouais. Et à chaque fois, je craque complètement mentalement et je rends mon dossard un peu facilement. Et ça, ouais, je trouve ça dommage. Alors que enfin, les barres horaires, elles sont tellement larges que tu peux dormir, passer une nuit et repartir, quoi, limite. C'est Et ça, intéressant. c'est vraiment Ouais. ce qui me manque. C'est intéressant ce que tu dis, cet aspect. On en parle très peu de ça. C'est moi, quand tu me parles de ça, ça me fait penser à Tim Tollefson qui, à de nombreuses reprises, qui a un niveau exceptionnel, notamment sur la Western State, Mhm. a terminé coûte que coûte son. Je crois que c'était d'ailleurs cette année hein, il a encore eu du mal. Euh, Toi, tu penses vraiment, toi, ça te fait rêver les élites qui sont sur la corde raide et puis quand ça se passe mal, malgré tout, ils persistent pour terminer. Toi, t'aimerais être ce genre-là d'athlète? Ouais, ouais, je trouve ça beau. Bah, après, je préfère les élites qui réussissent complètement leur Bien course. sûr. Mais j'ai en tête le chinois, il me semble que c'était Minky. J'ai un petit doute sur l'UTMB qui avait fini à 3 heures du mat, quoi, dans l'anonymat le plus complet, alors que c'était un des favoris Mhm. au moins pour le top 5. Et ouais, je trouve ça beau parce que, enfin, au final, je vais presque dire tout le monde s'en fout, mais moi, je trouve ça magnifique que le mec, il ait accepté en fait de plus être en compétition, mais juste de rallier une ligne d'arrivée parce que n'importe quel ultra, c'est assez mythique quand même, l'air de rien. On banalise de plus en plus, mais ça Mhm. reste une performance exceptionnelle juste de terminer. C'est clair, je suis assez d'accord. Et c'est vrai que ça montre aussi peut-être souvent la motivation qui est un peu différente quand t'es capable, comme tu dis, de finir dans la souffrance à des heures de ton objectif. C'est que ça montre aussi à quel point ta motivation était grande de faire cette compétition. Il peut y avoir aussi d'autres motivations. Hein. C'est vrai que c'est assez complexe, mais moi aussi je trouve que c'est tout à l'honneur des athlètes élites qui le font de boucler vraiment leur épreuve coûte que coûte quoi. Ouais, ouais, parce que, enfin, j'imagine pas l'état dans lequel il a terminé ce coup-là, mais je pense que la partie plaisir, elle avait complètement sauté, hein, pour lui. Là, c'est clair. C'était vraiment par respect pour l'épreuve et puis pour lui, quoi, qu'il avait terminé. Et non, je trouve ça beau. Ouais, c'est vrai qu'on en parle peu. On en a pas parlé de ça. J'avais pas cette info effectivement. C'est à C'était pas souligner. cette année, hein. C'était pas cette année, c'était en 2021 alors. Euh, je- Ouais, forcément, c'était pas 2020, Ouais, non. 2019 ou 2021, ouais, je sais même plus. d'accord. Puisqu'on parle de l'UTMB 2021, on s'était croisé à l'arrivée enfin sur la place du Triangle de l'Amitié. T'avais sur cette UTMB 2021 eu des soucis aussi pour terminer. T'avais arrêté. Toi, de manière générale, comment tu gères psychologiquement l'abandon? Je crois que tu as abandonné à 3 ou 4 reprises sur des courses. C'est dur à surmonter ou tu relativises? Non, c'est assez dur quand même à chaque fois.
Mais bah, c'est justement ce que j'essaie de travailler, d'arrêter un peu d'abandonner chacun de mes ultras. Parce qu'il y a une période où je dois en arrêter 3 de suite, il me semble, quelque chose comme ça. Mais non, à chaque fois, il y a quand même une certaine remise en question. Pas au niveau de l'entraînement, hein, parce que lui, il est présent, mais plus ouais, niveau mental. Et comme je dis, accepter de plus être dans la performance, en fait. Voilà, accepter que l'objectif sera pas réalisé ce coup-ci, mais finir quand même, parce que il y a des ultras que j'ai pas abandonné par blessure, mais juste parce que, ouais, voilà, j'ai pas accepté la douleur physique. Ouais. Et après, à partir du moment où tu sortais de ton objectif sportif, entre guillemets, tu voyais peut-être plus l'intérêt, quoi. Aussi. Ouais, en général, après, je broie du noir dans ma tête Hmm. pendant de nombreux kilomètres, puis j'arrive au ravitaillement suivant, et là, en général, je donne tout de suite le dossard. Ouais, j'hésite même pas, alors qu'en vrai, une pause, et en général, ça repart, quoi. Ouais, c'est un vrai conseil qu'on peut donner, ça, hein. Effectivement, dans l'ultra, il y a des hauts et il y a des très bas, hein. Et puis, les très bas, ben, parfois, tu peux le confirmer, hein, parfois ça passe et parfois quelques minutes ou quelques heures plus tard, on est bien mieux, quoi. Donc, effectivement, prendre le temps de la réflexion, c'est pas évident lorsqu'on est confronté au problème, mais je pense que ça peut être un vrai conseil de se dire, voilà, j'attends quelques minutes ou ouais, voire quelques heures pour essayer de repartir, quoi. Ouais, exactement. Parce que bah, des moments durs, je pense que tout le monde en aura tout le temps en ultra. Mhm. Et ouais, c'est ça, faut quand même être fort mentalement pour les accepter. Après, bah, l'expérience, forcément, aussi, t'apprend, mais ouais, malgré l'expérience, c'est quand même chaque fois des moments difficiles à passer. C'est clair. Est-ce que tu peux nous parler de ton moment Qu'est-ce que je fous là? Ouais, je vais réfléchir. C'est plus souvent aux entraînements, le qu'est-ce que je fous là par rapport à la course. Ouais, le pire qu'est-ce que je fous là, c'était bah, encore une fois avec mon frère, quoi. On avait fait une course à Montreux, donc c'était De l'ami 2 heures Diego? de route de chez nous, ouais, C'est Diego qui l'organise. chez l'ami Diego exactement. On avait fait le 50, alors j'ai plus l'année exacte en tête, il me semble que c'était en 2018, où on fait le 50 km, ou 2019, parce qu'après je me blesse, ouais c'est ça, 2019. Ouais, 2019, juillet 2019. Et donc on fait 54 000 de mémoire, C'est ça. donc vraiment ça reste quand même une petite boucherie, hein. Donc on se fait ça la journée, on mange là-bas, on prend la voiture, on rentre sous des trompes d'eau, des orages. Et là, en fait, le coach de mon frère, donc Patrick Bringer, lui avait remis une séance à faire le soir, enfin soir-nuit, où il fallait refaire 3 000 mètres de dénivelé positif. Donc là, on est arrivé chez nous, il faisait, ça devait être 19 h ou 20 h. On a mangé, et là, on s'est regardé, on fait putain, mais faut y retourner, quoi. Les deux, on était éclatés, et on a tapé un fou rire alors que, enfin, il n'y avait rien de drôle, quoi. On allait à l'abattoir et nous, Les on nerfs. rigolait bêtement. C'est les nerfs. Et donc là, ouais, on s'est habillé. Et vraiment, il pleuvait, mais je pense que c'est l'entraînement où j'ai pris le plus de flotte sur la tronche en plus. Et donc, on est monté dans la voiture, on est allé au pied d'une montagne. Et là, on a fait nos allers-retours avec la frontale. Et on n'a pas dit un mot. On a marché ensemble, sans parler. On a attendu que ça passe. Et puis voilà. Ouais, c'est quand même, C'était, ouais, c'était un grand moment. c'est quand même fou de se dire après, comme tu dis, une boucherie pareille, de se remettre 3000 de D+ dans la tronche. Ouais, c'est particulier, ouais, je comprends. C'est un des plus beaux Qu'est-ce que je fous là qu'on m'a donné, effectivement. Ah ouais. Celui-là, il est terrible. Est-ce que tu peux nous parler de ton moment extraordinaire? C'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique. Hmm. Ah, je dirais quand même ouais, la victoire après sur l'Ultra Tour du Beaufortin en 2021. Donc 5 ans après l'avoir fait pour la première fois, où vraiment je l'avais fixé en objectif. Voilà, je voulais le gagner celui-là. C'est un peu celui qui me tient le plus à cœur hein, quand même. Et on prend le départ. Donc moi je voulais jouer devant hein, directement, je voulais être dans la première position. Et là, les sensations,
pas au rendez-vous, rien. Au bout de 4 heures, premier ravitaillement où je vois mes parents, je leur dis non, mais là, je vais abandonner, ça sert à rien, je suis déjà à un quart d'heure de la tête, il y a rien qui va. Puis en fait, de moi-même, sans qu'ils répondent, je leur dis non, bah je vais faire une longue randonnée, tant pis, je vais tout faire en marchant. Et en fait, après, c'est reparti et puis je gagne. Ouais, c'était magique parce que franchement, je suis passé à deux doigts une nouvelle fois d'abandonner une course que je gagne au final devant de très bons athlètes. En plus, Grégoire Kermer qui avait fait quatrième. Donc c'était assez magnifique. Puis la ligne d'arrivée, donc ouais, beaucoup d'émotions aussi et une nouvelle fois avec les grands-parents là-bas. Cool. Comment tu vois l'avenir de ta pratique perso dans les années à venir? Là, t'es relativement jeune quand même. Est-ce que tu te vois continuer l'ultra? Parce que, sans trahir aucun secret, quand on s'est croisé à l'arrivée enfin, sur la place du Triangle de l'Amitié en 2021, tu venais d'abandonner l'UTMB et tu semblais m'avoir dit, moi, l'ultra plus jamais. Alors, c'était très frais, hein, tu venais à peine d'abandonner l'UTMB. Est-ce que tu as toujours cette flamme de l'ultra ou est-ce que ça se, ça s'éteint un peu? Ah, ça dépend beaucoup des journées. Parfois, bah, justement, je me dis de plus en plus quand même aux entraînements, qu'est-ce que je fous là? Parce que bah, forcément, pour faire de l'ultra, tu bosses pas mal sur fatigue et ouais, parfois, t'as pas envie d'y aller, quoi, l'entraînement. Mais après, donc là, j'ai mon billet pour, comme tu l'avais dit, l'UTMB 2023. Donc lui qui est fixé, ce sera le gros objectif de l'an prochain. Donc ouais, ce sera le gros objectif 2023, l'UTMB. Et après, par contre, ouais, honnêtement, je sais pas si ça ira plus loin. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pas d'autres 100 miles, en tout cas, parce que c'est pas ce qui m'attire, un 100 miles. Mhm. Vraiment, dans un état, enfin, t'es sûr de pas être bien, quoi. Par rapport à un 100 km où tu peux quasiment être bien de bout en bout. Le 100 miles, tu sais que tu vas souffrir. Et à part l'UTMB qui m'attire énormément, actuellement, il n'y en a pas d'autres qui me donnent envie. Donc, ouais, ma vision va jusqu'à là, jusqu'à UTMB 2023. Et après, je sais pas. Très bien. Petit retour sur la CCC cette année, tu fais une belle 36e place. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais satisfait de ton résultat? Alors, pas trop. Au final, le temps, donc je mets 12h05, 12h04. Mhm. C'est ce que j'avais annoncé. J'avais dit que je voulais mettre moins de 12 heures. Donc, bah, à 5 minutes près, quoi. Mais ouais, la course s'est pas passée comme je voulais. J'avais fait mes temps de passage par rapport à Peter van der Zoen de l'an passé. Donc, qui avait été, je sais plus, à 11h45, je crois. Et donc, tout le début, vraiment, à la minute près, je suis dans ces temps de passage. Donc, d'un côté, tu te dis, ouais, c'est super. Et d'un autre, en fait, j'étais dans les temps, mais sans être bien. Je m'étais plus dit que ça allait partir doucement. Et là, ouais, je forçais déjà pour être dans les temps dès le début. Donc, j'arrivais à la mi-course toujours dans les temps. Et au bout de 8 heures, une nouvelle fois, pas bien, j'ai plus pu manger. Donc, les 4 dernières heures, ouais, elles ont été assez compliquées. Je me suis accroché, mais ouais, là, j'ai réussi à basculer justement non plus dans la performance, mais pour finir la CCC, parce que j'avais déjà abandonné 3 courses de l'UTMB justement. Ouais, Deux TDS, fois, UTMB. ouais, 2 fois la TDS, une fois l'UTMB. Donc là, vraiment, je m'étais interdit par contre de ne pas finir la CCC. Donc je l'avais fini, voilà, ouais, une 36e place, un peu plus de 12 heures. D'un côté, c'est pas moche. D'un autre, je me dis quand même que j'ai pris 2h20 sur 10 heures de course. Et ça, j'avoue que mentalement, ça met un coup, hein. Après, même si la perf était assez stratosphérique du premier, je me dis que plus de 2 heures d'écart là-dessus, c'est un autre monde, quoi. Ouais, c'est un autre niveau. Ouais. C'est clair que là, l'écart, il est monstrueux. Bon, Peter Engdahl, il a fait un truc, comme tu disais, stratosphérique là, cette année. Plus de 10 km/h de moyenne sur la course. Là, on est sur des niveaux de performance qui sont juste, je pense, réservés à vraiment que quelques athlètes. Et encore, que c'est énorme, quoi. C'est énorme.
Tu disais l'année prochaine peut-être l'UTMB, donc tu disais de manière générale aussi que les formats plus courts te correspondent mieux, entre 80 et 100. Je te repose la question, Aubin, est-ce que les Templiers seraient pas le format le plus qui tirait le mieux, même s'il faut un peu courir quand même. Ouais, je sais pas, parce que là, justement, on me dit qu'il faut beaucoup courir, hein, les Templiers. Donc, faudra que j'y aille un coup quand même. L'an prochain, je pense toujours pas. Après, c'est une période que j'aime pas aussi, octobre. Ouais, octobre c'est En pas fait, évident, ça ouais. se trouve, on met les Templiers en mai, j'irai peut-être. Mais, mais octobre, vraiment, j'aime pas cette période. Tu vois, là, je fais le Grand Trail du Lac dimanche, mais actuellement, je suis en train de me forcer pour continuer à m'entraîner, parce que c'est pour moi la période la plus difficile, en fait. Et ouais, j'ai l'envie proche de zéro, et c'est chaque année pareil, hein, donc c'est pas une surprise. Tu passes une période où tu passes sur les skis? Enfin, Ouais, après, je s'il y en passe sur a, les skis s'il y en après. a, s'il y a de la Ouais, neige. dès que je peux. Et du coup, ouais, franchement, j'évite de mettre des objectifs, en tout cas, à cette période. Donc ouais, les Templiers, c'est sûr que c'est tentant tellement on en parle, mais d'un côté, ni le profil de la course, ni là où elle est placée m'intéresse. Donc Ouais. Ouais. Disons c'est que si pas. tu veux y participer, il faudrait vraiment que tu modifies complètement la manière dont tu t'entraînes à l'année, quoi. Ouais, ouais, faudrait que je modifie quelque chose par rapport à mon entraînement, en tout cas, ouais, c'est sûr. Hmm. Comment tu vois un petit peu l'évolution de manière générale avec le nouveau circuit UTMB, avec tout ce qui est en train de se passer, l'arrivée de l'équipe qui retransmet les événements, etc. Comment tu vois l'évolution de notre pratique aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment? Ouais, pour moi, c'est clairement le bordel. Il y en a de partout, en fait. Non, mais c'est vrai, parce que bah, typiquement, là, le week-end qui arrive, il y a plein de courses de renommée, voilà, elles font chacun partie d'un circuit, on comprend plus rien au circuit. 2 semaines après, il y a des championnats du monde, en plus en Thaïlande. Je suis quand même pas sûr que ce soit là où il y a le plus de trailers, honnêtement. Je trouve ça dommage, ouais, c'est que notre sport, il est magnifique, mais il est pas structuré. Hmm. Alors après, ouais, certains disent qu'une fois qu'il sera structuré, il sera beaucoup moins magnifique. Mais c'est dommage que, à part sur les courses vraiment de l'UTMB, où là on retrouve, quelle que soit la course, au moins une centaine de coureurs au-dessus de 800 en côte. Donc, ce qui est assez parlant. À chaque fois, tu y vas et ouais, ça reste un sport plus. Disons que c'est facile d'avoir un palmarès si tu veux avoir un palmarès, quoi. Mhm. Gagner les courses du coin, si tu vises bien, tu cours un minimum, voilà, tu peux gagner 10 courses par an, je pense. Mais ouais, c'est au niveau des confrontations ou un circuit clairement défini, circuit longue distance, circuit courte distance, pour l'instant, pour moi, c'est encore trop le bordel et c'est dur d'établir une vraie hiérarchie, quoi. Ouais, d'après toi, on manque de visibilité clairement sur ce point de vue-là. Ouais, Mon point de vue à moi, c'est que ça s'arrangera pas demain. Il y a non. la fédération en charge du trail et de la course en montagne essaye de se moderniser un petit peu, mais voilà, je pense que on va tout droit vers de mon point de vue, une augmentation de la présence des courses des circuits privés aussi. Il n'y a pas de raison qui fusionnent avec des circuits fédéraux parce que c'est le jeu du business aussi et c'est un peu normal. Donc voilà, je pense que moi de mon point de vue, on va pas vers une réunification, ça c'est clair. Ouais, c'est sûr, hein. Puis après, du coup, on les connaît, hein, maintenant, les courses où il y a du niveau, donc pour se confronter aux meilleurs. Mais ouais, ce qui est dommage, c'est qu'ils aient pas fait un circuit avec ces courses. Très bien, très bien, très bien. On va arriver tout doucement à la fin de l'épisode. Qui tu souhaiterais entendre dans le podcast qui n'est pas déjà passé? Alors il y a 150 invités, hein, donc faut viser juste, hein. T'as fait Kevin Didier? Pas du tout. Ah, bah, Kevin Didier, très intéressant son histoire en plus. Vas-y, raconte-nous, tease-nous un peu le truc là. Bah, autant, tu vois, moi, je suis né dans une famille sportive, j'ai toujours connu le sport. Lui, c'est-à-dire qu'il y a, j'ai plus l'année en tête, mais il y a quelques années, il a divisé son poids de corps par deux. Mhm. Voilà, c'était quelqu'un d'alcoolique qui mangeait beaucoup aussi. Et puis maintenant, bah voilà, c'est sa passion de courir dans la montagne. Il vit à Chamonix.
Ouais. Mais ouais, il a un parcours atypique, quoi, parce que sans trop spoiler, il est parti, d'un coup, il a tout quitté, il a dit ciao, moi je veux maigrir. Et en 3-4 mois, il a divisé son poids par deux. Je trouve ça magnifique. Ouais, c'est sûr. Une volonté pareille. C'est inspirant, c'est inspirant. Ok, donc on va passer aux questions rapides. Est-ce que tu es prêt? Des réponses courtes et sans argument. Ouais. Plat favori après la course. Ah, une pizza. Boisson favorite après la course. Ouais, ça, j'en ai pas spécialement. T'as pas Je le bois droit. pas mal Coca Zéro. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux. Bar, plus elles sont grosses, mieux c'est. C'est plutôt fait maison ou industriel. Plutôt industriel. Tu préfères une. Alors, je crois connaître la réponse. Tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie? Une grosse averse de pluie. Tu préfères les racines ou le verglas? Les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour? De nuit, Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir? le matin. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou bruit de la nature? Bruit de la nature. Bruit de la nature, parfait. Bon, mais Aubin, c'était parfait, je te remercie, on a passé un super moment, c'était cool. Ouais, Euh, merci à toi. Et puis on salue aussi Hugo et puis toute la famille. Et puis la sœur aussi, du coup, qu'on salue. Ouais. Je te remercie pour tout, Aubin, et puis excellente continuation et merci encore. Merci. Allez, salut. Bonne Bye. continuation aussi. Ciao. Ciao, ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la conversation que nous venons d'avoir avec Aubin Ferrari, que je remercie énormément pour le temps qu'il nous a accordé. Si vous souhaitez suivre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre personnellement à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava. Si vous souhaitez aider le podcast par un petit geste très rapide, n'hésitez pas à noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ce sont les deux seules plateformes qui permettent de noter les podcasts. Et puis sur Apple Podcast, vous pouvez également laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Quand ils sont positifs, bien sûr. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut!